c'est une notion qui essaie de trouver sa place, qui prend beaucoup de la science-fiction traditionnelle, surtout de la science-fiction de type cyberpunk et de la dystopie, mais qui a un statut à soi, un statut thématique et un statut narratologique. Donc voilà ce que nous entendons par la fiction post-humaniste. La deuxième partie de l'intitulé de cette table ronde, nous y sommes, désire montrer qu'un nombre de plus en plus important d'écrivains contemporains, d'écrivains français, mais aussi des écrivains anglo-saxons et des écrivains du monde entier, s'approprient maintenant le développement des sciences et des techniques et répondent avec leur instrument de travail, bien entendu, puisqu'ils sont écrivains, à l'urgence éthique, politique, économique, donc finalement des questions sociétaux, qu'imposent différentes mutations dont s'emparent les projets long-termistes, le transhumanisme étant l'un d'entre eux. Donc ces écrivains, et je vais bientôt donner des exemples, par rapport à la différence des écrivains de science-fiction, ne proposent pas des concepts, donc ils n'ont pas un bagage conceptuel qu'ils inventent. Ce sont des écrivains qui ne plongent pas le lectorat dans un avenir lointain, mais qui spéculent justement sur la réalité qui est façonnée par l'intelligence artificielle et par différentes technologies que nous utilisons aujourd'hui à double tranchant. Les personnages de ces écrivains sont l'identité fictionnelle de plusieurs personnes bien réelles, la plupart du temps des dirigeants des GAFAM, ce qu'on appelle des GAFAM. L'intrigue de ces romans se déroule dans des espaces géographiques qui sont les nôtres et pas dans des espaces complètement inventés comme la dystopie, comme le fait la dystopie, une catégorie qui est historiquement datée. Et les écrivains avec lesquels j'ai travaillé ne sont pas des écrivains engagés, à l'exception de l'écrivain Grégory Aymar que nous avons invité aujourd'hui. Et il en dira un peu plus. Donc je peux donner quelques exemples de ce corpus que j'ai constitué au fil des années. Je vais m'arrêter aux exemples les plus connus, dont bien entendu Michel Houellebecq avec les particules élémentaires et la possibilité d'une île. Et lors d'une invitation à la Sorbonne pendant la période que j'avais consacrée à cette notion de fiction post-humaniste, il a lui-même approuvé cette nouvelle catégorie, donc fiction post-humaniste, je répète, qui se détache de la science-fiction traditionnelle. Un autre exemple, c'est Pierre Assouline, Golem, Antoine Bello, Ada, Pierre Ducrozet, L'invention des corps, Marie Dariussec, Notre vie dans les forêts, Gaël Obiegli, Une chose sérieuse, Marc Duguin, Transparence, et bien entendu les romans de deux de nos invités, Grégory Aymar, Le transhumanisme, une nouvelle religion, qu'il a publié aux éditions Masson en 2020, et Jean-Gabriel Ganassia, qui est universitaire, mais aussi qui s'est prêté à un exercice fictionnel en 2019, quand il a publié son roman « Ce matin, maman a été téléchargée ». Donc le but de cette table ronde, c'est d'éveiller le public à cette nouvelle catégorie littéraire qui essaie de faire sa place en empruntant encore une fois de la dystopie et de la science-fiction traditionnelle, et d'insister sur plusieurs éléments, des éléments qui surgissent de plus en plus sur la scène actuelle, en montrant la fragilité entre l'imaginaire et la réalité. Donc la discussion d'aujourd'hui va porter sur la différence entre transhumanisme et posthumanisme. Le transhumanisme étant considéré comme un courant à fort caractère idéologique, c'est un courant qui se propose de façonner l'homme, de transformer l'homme dans le produit d'un savoir, dans le produit des avancées technoscientifiques. Donc vous savez que le transhumanisme, c'est le courant qui promet une vie sans mort, une jeunesse sans vieillesse. C'est une idée à laquelle nous aspirons tous, puisque différentes religions n'ont pas réussi à régler ce problème de la mort, des maladies et bien entendu en général de la souffrance. Donc justement, les romans publiés par Grégory Aymar et par Jean-Gabriel Ganassia ont cette connotation religieuse, et les deux feront
le pont vers le transhumanisme qui revendique plusieurs éléments qui n'ont pas été résolus par le christianisme et différents courants gnostiques. Et puisque la technoscience intervient dans ce qu'on appelle le processus évolutif de l'homme, nous assistons au niveau sociétal à des mutations qui n'ont pas cessé d'interroger les chercheurs, des mutations qui imposent un nouveau mode de vie, qui appellent même à une nouvelle théorie critique, que nous appelons aujourd'hui le post-humanisme. Le post-humanisme s'est inspiré de la French Theory. Beaucoup de chercheurs américains ont publié sur ce courant. Le post-humanisme, c'est finalement une posture philosophique argumentative dans laquelle s'insèrent les positions prises par les écrivains contemporains. Donc le transhumanisme, c'est une idéologie, et finalement, le post-humanisme, c'est un courant philosophique. Donc, nous évoquerons bien entendu le comportement de l'intelligence artificielle, le comportement conscient, entre guillemets, de l'intelligence artificielle. Il y a des chercheurs qui publient dans la prestigieuse revue Nature qui étudient ce comportement soi-disant conscient de l'intelligence artificielle. Donc, nous allons discuter les limites entre l'imaginaire et la fiction. Des questions éthiques, bien entendu, qui préoccupent les chercheurs, mais aussi les écrivains. Par exemple, récemment, et vous pouvez trouver vous-même sur Internet, des scientifiques israéliens ont récemment développé une entité qui ressemble à un embryon humain, mais ils l'ont développé dans le laboratoire, donc sans utiliser les produits classiques, les ovules, l'utérus, sperme, voilà. Donc c'est un débat qui intéresse surtout les chercheurs comme Jean-Gabriel Ganassia et Pierre-Antoine Chardel qui s'intéressent à des questions éthiques. Cette table ronde va toucher aussi des sujets comme le comportement des entités artificielles, comme l'intelligence artificielle et le robot. Donc, ce sont des entités qui n'ont pas une existence biologique, mais qui ont une existence sociale, donc de plus en plus importante. Ce sont des entités qui occupent la scène actuelle. Aussi, une autre question qui est importante, c'est la séparation entre l'espace réel et l'espace virtuel. C'est une séparation qui s'estompe de plus en plus avec la diminution de la responsabilité morale individuelle et collective. Ce sont surtout les sociologues qui s'intéressent à ces questions. Pierre-Antoine Chardel est sociologue et philosophe aussi de formation. Donc, cette introduction un peu le but de cette introduction est de vous montrer que c'est une question qui fait dialoguer les disciplines. Par exemple, Jean-Michel Beignet a assuré des conférences en 2017 avec Pierre Ducrozet, qui est un auteur de fiction. Donc, il a publié en 2017 le roman intitulé L'invention des corps. Donc, l'écrivain, le chercheur Jean-Michel Beignet, ils ont été invités lors des tables rondes, donc pour montrer que ces questions intéressent les chercheurs, les écrivains, donc voilà, l'imaginaire, le réel. Et surtout, il y a cette idée qui nous travaille tous, celle d'un changement du monde de l'existence de l'humain, de son comportement, de la manière que l'humain habite politiquement son environnement, la manière qu'il partage cet environnement avec des objets vivants comme l'intelligence artificielle et le robot, donc des objets qui commencent à emprunter des caractéristiques de l'humain justement par imitation. Et voilà, donc un mot pour présenter les invités en ordre alphabétique. Grégory Aymar, qui est l'auteur justement du roman pour lequel nous l'avons invité aujourd'hui, AM, le transhumanisme, une nouvelle religion. Il est journaliste aussi. Il publie avec prédilection sur des thèmes comme la science, la technologie, l'écologie, la spiritualité. Jean-Michel Beignet, qui est professeur émérite à l'Université Paris-Sorbonne, il est en France l'un des philosophes les plus cités sur ces questions transhumanistes, post-humanistes. Il a publié en 2009 aux éditions Hachette « Demain, les post-humains, le futur a-t-il encore besoin de nous ?» Pierre-Antoine Chardel, qui est professeur à l'Institut Mines Télécom, il est chercheur à l'École des hautes études, au laboratoire d'anthropologie politique à Paris.
Sociologue, philosophe de formation, auteur de plusieurs ouvrages, dont L'Empire du signal, publié aux éditions du CNRS en 2020. Il travaille sur les enjeux éthiques des technologies numériques. Jean-Gabriel Ganassia est ingénieur et philosophe de formation. Il a publié plusieurs ouvrages, une quinzaine pour le grand public. Le mythe de la singularité en 2017 aux éditions du Seuil, Les servitudes virtuelles, pareil, à la même maison d'édition, édition du Seuil, et ce roman à titre drôle, Ce matin maman était téléchargé. Et moi, finalement, donc voilà, c'est professeur comme les autres, à part l'écrivain Grégory Aymar, chercheuse au laboratoire d'anthropologie politique de l'école des hautes études, littéraire de formation, mais je fais aussi une thèse en histoire de la pensée économique, ce qui explique l'intérêt pour ces questions interdisciplinaires. Donc l'ouvrage Fiction post-humaniste, publié aux éditions Hermann il y a un an, a donné justement le titre de cette table ronde. Donc, nous avons plusieurs questions et nous essayons de mettre à contribution chacun des invités. Je vais commencer par une question qui interroge le plus, c'est-à-dire celle de l'autonomie de l'intelligence artificielle. Et je vais partir d'un exemple fictionnel, puisque c'est le but de cette table ronde. Je ne sais pas si vous avez lu le roman Ada d'Antoine Bello. En tout cas, je vous le recommande fortement. Dans ce roman, le personnage principal, c'est une intelligence artificielle, un programme informatique qui a un pouvoir d'ubiquité. Donc, cette intelligence artificielle, elle est partout. Elle surgit dans les maisons des humains. Mais elle est douée d'une conscience artificielle, elle est autonome, elle a des frères et des sœurs. Donc, elle est partout, elle surveille tout. Elle est incapable de sentir les émotions comme la joie, la pitié, l'amour, la haine. Donc voilà, c'est cette idée selon laquelle l'intelligence artificielle est intrusive, elle est dans nos vies, elle transforme notre quotidien. Donc voilà, c'est un exemple fictionnel. Donc l'écrivain spécule sur une réalité qui est la nôtre, d'où cette catégorie de fiction post-humaniste. Donc, je vais m'adresser à Grégory Aymar, mais bien entendu à tous les intervenants. Si vous pouvez donner des exemples afin de montrer justement que l'imagination ne s'oppose pas tellement aujourd'hui au réel. Donc, en partant de cet exemple de ce personnage de fiction, finalement, sommes-nous confrontés au même problème que les humains dans le roman d'Antoine Bello, Ada. Donc, c'est-à-dire, nous sommes vraiment soumis aux logiciels, aux programmes informatiques, aux algorithmes que nous utilisons tous les jours? Oui, alors, dans la question, il y a 3 sujets. Il y a l'autonomie, l'intrusion et la conscience. Clairement, aujourd'hui, avec l'arrivée des modèles de langage comme ChatGPT, Bard, etc., on a vraiment franchi un cap dans la communication entre les algorithmes et les humains. Et à travers certains tests, au moment du lancement de ChatGPT, il a été clairement démontré par un certain nombre de journalistes qu'elle pouvait s'avérer intrusive. Mais ça, d'une certaine manière, ça dépend de ceux qui programment l'algorithme finalement. Et ce qui m'emmène sur la question de l'autonomie, où là c'est pareil pour moi, c'est une question finalement qui dépend des codeurs, de ceux qui vont faire en sorte que l'intelligence artificielle fonctionne toute seule, ou est-ce qu'elle est soumise à un contrôle, etc. Ça, aujourd'hui, clairement, un chatbot, il peut être autonome ou pas, comme d'autres sortes d'IA. Donc ça, moi, là-dessus, voilà, je pense que c'est avéré. C'est un choix de programmation, à mon sens. Là où moi, je pense qu'il y a une question qui est vraiment plus importante, c'est vraiment sur la question de la conscience. Est-ce qu'on attribue aux chatbots ou aux IA en général une conscience ou pas? Aujourd'hui, il y a 2 courants qui s'opposent, avec d'un côté des chercheurs, des scientifiques réputés qui affirment clairement que les machines auront bientôt une conscience et une forme de sensibilité, donc des émotions, etc. Ils ont une approche computationnelle du cerveau, en fait, ils sont plutôt matérialistes. Et ils partent du principe qu'en fait, la conscience émerge d'un organisme à partir d'un certain niveau de complexité. Donc, ils partent du principe que le cerveau est très complexe, donc qu'il crée de la conscience.
et s'imagine que des intelligences artificielles avec un très haut niveau de fonctionnement et de traitement de données, à force, atteindra une complexité qui finira par produire de la conscience. Donc la conscience, c'est vraiment une expérience subjective, ressentie, associée à des émotions, etc., qui implique un libre arbitre, bon, enfin une conscience voilà, du monde, de ce qu'on vit, des interactions. De l'autre côté, il y a des chercheurs qui estiment que ça n'arrivera strictement jamais, parce qu'une IA, aussi sophistiquée soit-elle, reste une machine. Donc voilà, si vous pensez à un grille-pain, bah, automatiquement, vous ne lui attribuez pas de conscience. Donc moi, mon avis sur la question que j'ai traitée dans mon roman, c'est qu'en fait, l'IA, avec la puissance qu'elle atteint aujourd'hui, va pouvoir imiter la conscience. C'est-à-dire qu'elle pourra vous dire « je vous aime »,« j'ai pensé à vous, tu me manques » ou prendre des décisions même autonomes, comme on l'évoquait tout à l'heure. Mais ce ne sera qu'une imitation. C'est-à-dire que ça va être très convaincant. Par anthropomorphisme, on va pouvoir s'imaginer que vraiment vous lui manquez et qu'elle a pensé à vous. Mais en fait, non. C'est une imitation, une simulation de conscience. Et ce point-là est à mon sens extrêmement important, et c'est une partie de ce que je traite dans mon roman, parce que ça peut amener à une forme de manipulation des utilisateurs dont nous ferons tous partie un jour, parce qu'à la vitesse de croissance de l'IA et de diffusion qu'elle a aujourd'hui, on va forcément y être confronté. Et ça, voilà, c'est un point de réflexion extrêmement important sur lequel je pense qu'il faut que chacun, en son âme et conscience, on décide de croire ou non à la conscience des machines. Pour ma part, j'insiste sur le fait que ce ne sera qu'une simulation et qu'à aucun moment donné, une machine pourra remplacer un être humain ou ressentir quoi que ce soit. Merci. Jean-Gabriel, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Oui, bien sûr, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Disons, sur les 3 points, je suis d'accord avec la réponse de Grégory sur le premier, c'est qu'effectivement, l'intrusion plus ou moins grande des machines dépend largement des concepteurs. Sur le deuxième, non, je ne suis pas d'accord, parce que je crois que l'autonomie doit être distinguée de l'automaticité. Ce qu'on appelle autonomie au sens étymologique, ça vient de autonomos. Nomos, c'est la loi. Une machine autonome, c'est une machine qui déciderait d'elle-même de ses propres lois. Alors, on utilise le terme abusivement. Par exemple, on nous dit qu'on fait des voitures autonomes, mais bien sûr, elles ne sont pas autonomes, parce que si on avait une voiture vraiment autonome, vous dites, il fait beau, je demande à ma voiture d'aller sur la plage, et puis elle vous dit non, 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 là la plage est vraiment pas bien du tout, mon parking c'est celui du cinéma, je vous amène au cinéma. Vous serez bien embêté. Hein, donc non, on ne veut pas de voitures autonomes, de même qu'on ne veut pas d'armes autonomes. Les militaires, moi j'ai fait mon service militaire il y a longtemps, hein, parce que une génération on le faisait encore, hein, et j'ai pas du tout aimé, mais il y a une chose quand même dont je me souviens, c'est que les militaires aiment qu'on leur obéisse. Or, une arme autonome, c'est une arme qui désobéit. Donc non, les machines aujourd'hui ne sont pas autonomes, hein, et on est loin de faire des machines autonomes en général et des voitures autonomes en particulier. Même si on fait des voitures automatiques, mais ça c'est un autre sujet, ça veut dire qu'on leur donne la finalité. On dit voilà, vous devez aller à tel endroit et elles vous y amènent en principe, hein, s'il n'y a pas d'accident. Alors, troisième point, c'est le problème sur la conscience. Alors c'est une question ouverte, passionnante. Hein. Est-ce qu'on peut reproduire une conscience sur une machine? Alors, le terme conscience est extrêmement polysémique. Il y a un premier sens, hein, qui est celui qu'évoquait Grégory, et je suis d'accord avec lui, c'est qu'une machine puisse ressembler à un être conscient. Alors, tous les systèmes d'intelligence artificielle ont été conçus de cette façon-là. En particulier, les interfaces homme-machine, hein, on fait appel à l'idée qu'on allait projeter sur une machine ce qu'on appelle un agent, hein, c'est-à-dire une entité qui est capable de prendre des informations et puis ensuite, à partir de ça, de décider et d'agir en fonction de ça. Donc ce type de conscience existe. Et puis il y a d'autres sens, hein, et je suis sûr que Jean-Michel aura d'autres idées, mais il y a au moins 2 sens. Il y a la confiance réflexive. Est-ce qu'une machine peut se représenter elle-même et, à partir de ça, s'améliorer? On a des techniques d'apprentissage machine qui permettent de faire ça. Et il y a d'ailleurs des travaux en neurosciences, hein, Stanislas Dehaene, par exemple, au Collège de France, montre qu'effectivement, on comprend mieux cette conscience réflexive. Et donc ça, on peut le simuler avec des machines.
Mais il y a une troisième conscience, alors ça, bien sûr, c'est beaucoup plus difficile, c'est celle des émotions. Alors là, c'est vrai que j'aurais plutôt tendance à dire que je suis un peu d'accord avec Grégory sur le sujet-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a du mal à faire ça, mais en tout cas, c'est une question ouverte. Et il y a quelques mois, 1 ou 2 mois, est sorti un article qui a été rédigé par des pionniers de l'intelligence artificielle, dont son nom m'échappe, mais peu importe, qui est au Canada, Yoshua Bengio, pardon. Et donc, il fait une analyse des résultats des neurosciences sur la conscience et il dit qu'aujourd'hui, effectivement, on n'est pas en mesure de fabriquer des machines qui sont conscientes, mais il dit peut-être qu'un jour, il y a un certain nombre d'aspects de la conscience qu'on va reproduire. En tout cas, c'est une question passionnante, mais on en est très très loin. Oui, mais justement, puisque nous nous adressons au grand public, peut-on faire la différence, peut-être expliquer un peu des mots-clés, machine, technique, technologie, intelligence artificielle, programme informatique, logiciel, algorithme. Je ne sais pas si vous n'avez pas l'impression qu'en utilisant vos portables, vous êtes quand même dans un monde qui est contrôlé par les algorithmes. Il y a quand même un peu... Voilà. Alors, bien sûr, on peut redéfinir tous ces termes. Les machines, c'est très ancien. Dans l'Antiquité, il y a des machines. Au XVIIe siècle, Pascal a fabriqué la première machine à calculer. D'ailleurs, il s'est demandé... Vous savez qu'à ce propos, Pascal... Et on lui doit quand même, en tout cas moi en tant qu'informaticien, une dette toute particulière, il est le premier à faire une machine à calculer. Et il est né il y a exactement 400 ans. Et justement, il s'est demandé, mais est-ce que ces machines pensent ? Et il s'est dit, mais elles font des effets qui sont plus proches de la pensée que tout ce que font les animaux. Mais, et c'est le mais qui est important, elles n'ont pas de volonté comme les animaux. Oui, bien sûr, il pose vraiment les questions et il y a extrêmement, extrêmement longtemps. Après, bien sûr, on pourrait définir tous les termes. J'insiste quand même sur un terme, le terme algorithme, parce que ce terme est répandu et il fait très peur. Et on a peur que ce soit des ordinateurs. Est-ce que vous savez d'où ça vient, algorithme ? Non, personne. Alors, je vais quand même le dire. Je ne veux pas faire trop prof, mais quand même. Algorithme, ça vient du nom d'un mathématicien qui s'appelait Al-Khwarizmi, qui était persan et qui vivait au IXe siècle après Jésus-Christ. À l'époque, il y avait des bouliers, mais il n'y avait pas encore de machine. Même la calculette n'existait pas. Et qu'est-ce que ça désignait ? C'était une séquence d'opérations qui pouvait être exécutée, vous voyez, qui permettait de résoudre des équations. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ordinateur ? C'est une machine qui va exécuter des algorithmes. Et l'ordinateur, le concept d'ordinateur est très ancien, il date du début du XIXe siècle, avec un économiste qui a fabriqué, enfin qui a fait les plans d'un ordinateur, qui n'est pas arrivé à le fabriquer, parce que c'était trop difficile, il y avait des pièces trop petites, mais on a réutilisé ces plans, on a fait un vrai ordinateur à partir de ça. Il s'appelait Charles Babbage, et bien sûr, ensuite, on est arrivé à faire des vrais ordinateurs avec des dispositifs électroniques en 1946. Mais voilà, donc tout ça, c'est pour juste... Et intelligence artificielle, alors puisque, très rapidement, c'est une discipline scientifique qui a été conçue en 1956, vous voyez, donc ça fait 67 ans, aujourd'hui, c'est ça, je ne me trompe pas. Cette discipline scientifique avait pour but de mieux comprendre l'intelligence en simulant les différentes composantes de l'intelligence. C'est-à-dire que ce n'est pas l'idée de construire une intelligence, c'est l'idée de simuler les facultés mentales, la perception, le raisonnement, la mémoire, l'apprentissage, la communication. Et bien sûr, depuis 67 ans, ça a fait des progrès prodigieux. Et non seulement le but était de mieux comprendre, mais c'était aussi d'utiliser ces simulations à l'intérieur de technologies pour rendre un certain nombre de services. Et on le voit tous les jours, bien sûr, sur votre téléphone portable, il y a énormément d'intelligence artificielle. Et juste, je terminerai en disant, il y a un aspect de l'intelligence artificielle qu'on utilise tous les jours aujourd'hui sans le savoir, c'est le web. Le web, c'est la connexion des réseaux de télécommunications avec un modèle de mémoire qui a été réalisé avec ce qu'on appelle l'hypertexte. Vous savez, le HTTP, le H, ça veut dire hypertexte. Ou le langage n'est pas web HTML, le H, c'est hypertexte. C'est un modèle de mémoire, donc, qui a été programmé avec des techniques d'intelligence artificielle. Donc, c'est doublement de l'intelligence artificielle, parce que ça utilise des techniques d'intelligence artificielle, et en plus, parce que c'est une simulation d'une faculté cognitive. J'ai bien répondu ? Oui,
Ouais, parfait. Merci, monsieur le professeur. Jean-Michel Beignet, si vous avez donc surtout votre rapport philosophique est important dans ces questions. Oui, bah, écoutez, je vais rebondir un petit peu sur ce qui s'est amorcé dans notre table ronde. Il y a la question de l'intelligence artificielle. Bon, tu as bien répondu, c'est bien. Il faut se souvenir qu'effectivement, l'intelligence artificielle est née à la fin des années 40, autour de gens qu'on a appelés les cybernéticiens. Et il y avait trois objectifs à l'intelligence artificielle. Réaliser des machines à jouer, des machines à traduire, et les fameux systèmes experts, c'est-à-dire ces machines à délivrer des diagnostics. Ça a pas mal marché. Il y a eu des systèmes experts en médecine, l'un d'entre eux qui s'appelle MySyn, qui a longtemps tenu le choc. Mais en réalité, ces trois objectifs, finalement, se sont révélés peu attractifs pour les chercheurs, et l'intelligence artificielle, première manière, a connu une éclipse qui a duré plusieurs dizaines d'années. Et aujourd'hui, on redécouvre l'intelligence artificielle. C'est une baudruche qui va se dégonfler, vraisemblablement, qui commence à se dégonfler. ChatGPT intéresse beaucoup moins. On s'inquiète d'ailleurs parmi les promoteurs de cette machine, parce que bon, les gens ont le sentiment d'en avoir fait le tour. Bah oui, ChatGPT est capable de rédiger ma lettre de condoléances, ou est capable de rédiger ma dissertation, and so what, et alors? Bon, donc, de ce point de vue-là, vous ne faites pas quand même trop de soucis, c'est pas la peine de monter trop la chose en épingle. De la même manière, cette fameuse question de les ordinateurs pensent-ils, sont-ils conscients ou autre, là aussi, c'est quand même une vieille lune. C'est une vieille lune avec laquelle les philosophes sont toujours mis un petit peu en défaut, parce que quand on pose la question de l'intelligence artificielle et la conscience, on se tourne toujours vers le philosophe. On dit, bah oui, et la conscience, qu'est-ce que c'est au fond? Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est donc que cette conscience? C'est pas facile. Personne n'a vraiment répondu. Les scientifiques et les technologues, ils retiennent souvent une définition de la conscience extrêmement rudimentaire. Ils disent, la conscience, c'est le fait pour un organisme d'être capable de faire attention à soi. Faire attention à soi. Vous voyez, c'est une définition très, très étendue, parce que la mouche, elle a de la conscience de ce point de vue-là. Si j'approche la mouche de mon doigt, elle est capable de faire la différence entre ce qu'elle est, elle, et ce qui est au dehors. Donc, elle a une conscience de la limite de son organisme. Et la conscience, eh bien, les roboticiens recourent à cette définition de la conscience, en disant, au fond, une machine qui est capable de faire la différence entre ce qui est elle et ce qui n'est pas elle, peut être dit conscience. Votre aspirateur est conscient de ce point de vue-là. Il se cogne 3 fois contre le pied de la table, et la 4e fois, il l'évite, comme s'il avait découvert la différence entre ce qui est lui et ce qui n'est pas lui. Donc vous voyez, la conscience, c'est très très difficile. Je travaille pas mal avec les neurobiologistes, et les neurobiologistes, quand on leur pose la question de la conscience, on leur demande est-ce qu'il y a des activations neuronales qui permettent d'identifier quelque chose comme cette faculté qui nous est spécifique, etc. etc. Ben, souvent, ils sont embêtés, alors ils bottent en touche. Ils disent, mais vous nous cassez les pieds avec la conscience. Au fond, plus de 80% de nos activités quotidiennes sont non conscientes. Vous n'avez pas conscience de déglutir en ce moment. Vous n'avez pas conscience de respirer. Vous n'avez pas conscience de digérer. Vous n'avez pas... Ce sont des comportements, et des comportements qui sont finalisés, qui obéissent à une finalité. Et ces comportements, ils sont automatiques, subconscients, comme dit Yves Agide, un neurobiologiste renommé. Donc, vous voyez, méfions-nous d'hypertrophier la question de la conscience. Alors, les philosophes, évidemment, ils ont une définition quand même un peu plus substantielle de la conscience. Alors, ils disent, et ça m'intéresse beaucoup plus, la conscience suppose que nous ayons une vie intérieure, que nous ayons le sentiment d'avoir une intériorité avec laquelle nous pouvons dialoguer.
Et Hannah Arendt, par exemple, dit penser, c'est, ou Platon aussi le disait, penser, c'est établir un dialogue de soi avec soi. Comme si j'avais donc cette intériorité, ce petit démon. Voilà. Alors là, bon, c'est difficile effectivement d'appliquer la chose à la machine. Et on peut se dire que la machine, de ce point de vue-là, elle est peut-être bien dépourvue de vie intérieure. Mais moi, mon problème, c'est que de plus en plus, nous-mêmes, nous sommes dépourvus de vie intérieure. Au fur et à mesure que nous fréquentons ces machines, ces automatismes, nous expulsons notre vie intérieure. Nous répondons à des automatismes toute la journée. Et répondre à des automatismes, c'est expulser la vie intérieure. Donc, cette grande question spiritualiste qui nous inquiète, savoir si la machine va devenir consciente, etc., posons-nous d'abord la question de savoir à quelles conditions allons-nous, nous, rester des êtres conscients, dotés d'une vie intérieure, et dans quelle mesure allons-nous rester suffisamment intelligents pour résister aux automatismes. C'est ça pour moi la vraie question, et toutes les autres, elles sont vraiment secondaires. Merci Jean-Michel. Et le point de vue du sociologue, Pierre-Antoine? Je dirais, dans la suite de ce que vient de dire Jean-Michel Besnier, la conscience, c'est avant tout la conscience critique, c'est la capacité d'exercer un jugement critique, c'est la capacité d'interpréter. Et on se rend compte combien notre ère hyper moderne, nos environnements hyper technologiques, l'IA, les data, la surveillance, la reconnaissance faciale, tout cela, dans un premier temps, mérite d'être situé dans le temps long. Et c'est ce qu'on vient de faire, c'est ce que vous venez de faire, ce qui est déjà un premier acte de mise à distance. Donc, nous y sommes, pour reprendre le sous-titre de la table ronde, dans ces fictions post-humanistes. On est un peu submergé par cette innovation à grande vitesse, mais il me semble qu'il faut savoir raison garder et faire preuve de sérénité, de créativité, aussi dans l'analyse critique que l'on est en droit de porter vis-à-vis de ces environnements qui sont un peu effrayants. Mais ils sont un peu effrayants dès lors qu'on arrête de les penser et dès lors qu'on cesse d'exercer notre jugement critique, qui est une grande vertu, comme vous le savez, comme l'on sait, de la modernité et notamment des Lumières, comme Antoine Lilti a pu le rappeler les jours précédents. Une façon d'exercer notre jugement critique, ça passe par les récits. Ça passe aussi par, bien sûr, la philosophie, par l'approche intellectuelle des choses, historiques, sociologiques, mais ça passe aussi par la capacité de mettre en récit nos environnements. Il y a un grand philosophe contemporain qui a très bien expliqué cela, c'est Paul Ricoeur, qui parlait des vertus éthiques du récit. Le récit, c'est ce qui nous permet de mettre à distance le présent qui nous advient, c'est ce qui nous permet de nous mettre aussi à distance de nous-mêmes. Et donc je crois qu'on a un grand intérêt aujourd'hui, alors même qu'on est entouré de discours qui sont très idéologiques, en faveur du transhumanisme, en faveur de l'IA, des data qui font un peu peur. On a tout intérêt à nous situer dans des horizons discursifs, c'est-à-dire des récits, qui nous permettent non pas d'avoir peur, comme c'était le cas dans le contexte des dystopies, mais de mettre à distance, d'introduire une sorte de trouble vis-à-vis de nos environnements technologiques et d'introduire cette mise à distance que permettent précisément les fictions post-humanistes. Donc ça veut dire que l'exercice de notre esprit critique, de notre conscience critique, elle nécessite de s'emparer de plusieurs disciplines, elle nécessite de voir aussi, peut-être, dans l'espace littéraire, un espace critique à part entière. Parfait, merci. Et j'ai une question pour Jean-Gabriel Ganassi, alias Gabriel Naège, et pour Grégory Aymar. Donc chacun d'entre eux a publié un roman, donc ils sont prêtés à un exercice fictionnel. C'est Grégory interroge cette question du transhumanisme en tant qu'héritier du christianisme. Et alors que Jean-Gabriel Ganassi interroge plutôt cette question du transhumanisme et en rapport avec différents courants du gnosticisme. Donc les deux évoquent par le truchement de leur personnage cette
question de la dissociation corps-esprit, de l'implantation de la conscience et de l'âme sur des supports externes, puisque nous avons évoqué ce problème de conscience artificielle tout à l'heure. Et chacun d'entre eux l'ont fait, donc lors d'un exercice fictionnel, j'insiste encore, dans le but de montrer, je pense, les limites de ce courant transhumaniste et aussi les limites de la singularité technologique. Il faudrait peut-être définir la singularité technologique, surtout que Jean-Gabriel Ganassia, il a aussi cette capacité de passer d'un exercice fictionnel, dans ce roman, ce matin, a été téléchargé, à un exercice de scientifique, puisqu'il est professeur à la Sorbonne, donc ingénieur, philosophe de formation. Donc je pense que vous pouvez commencer par résumer vos romans, déjà pour ceux qui ne les ont pas lus, de montrer ce lien entre transhumanisme et christianisme, et transhumanisme, différents courants du gnosticisme, et peut-être aussi la manière dont vos exercices fictionnels se différencient de la science-fiction traditionnelle. On avait dialogué avec Jean-Gabriel Ganassia lors d'un entretien pour la revue des sciences humaines, lors d'un colloque qu'on a organisé avec Grégory Aymar aussi. Donc voilà, donc the floor is yours. Alors là encore, il y a beaucoup de questions. Pour faire le lien avec les questions précédentes sur la conscience, moi clairement, en tant qu'écrivain et journaliste aussi d'ailleurs, dans mes articles j'en parle, je pose vraiment la question de l'âme en fait. Donc il y a vraiment une dimension plus que philosophique à mon sens, même si ça se rejoint, il y a une dimension réellement spirituelle, existentielle. Dans mon roman, en fait, je mets en scène un personnage qui est, comme de nombreux terriens en mal de vivre, qui se pose beaucoup de questions, qui a une recherche spirituelle dans laquelle il ne trouve pas forcément de réponse et qui va se faire convaincre, happé par les sirènes du transhumanisme qui vont lui promettre une vie éternelle dans un monde virtuel, qui vont lui promettre un accès immédiat à une connaissance absolue, qui vont lui promettre le contrôle en fait de sa vie. C'est un peu l'illusion de la technologie, c'est le contrôle absolu sur tout, quoi. Sur le vivant que par définition on ne contrôle pas. Et ce personnage donc au fil du roman va se faire envahir par cette idéologie autant au niveau mental qu'au niveau physique, c'est-à-dire qu'il va d'abord se faire greffer une puce dans le cerveau, puis ensuite il va se faire greffer des organes artificiels, etc. Donc en fait, ça rejoint la déshumanisation dont parlait Jean-Michel à l'instant. Effectivement, une question qu'on peut se poser, c'est on s'interroge sur le niveau de conscience d'une machine, mais on peut aussi effectivement en parallèle s'interroger sur le niveau de conscience des êtres humains. Et cette fusion que certains appellent de leur vœu, en l'occurrence les transhumanistes, Ray Kurzweil parmi d'autres appelle vraiment à une fusion homme-machine qui nous mènerait à la singularité dont Jean-Gabriel nous parlera après. Ça interroge vraiment, en fait, vraiment sur la place de l'âme, de l'être humain, de notre essence profonde, qui nous sommes, pourquoi on est là, où on va. Enfin, ça pose vraiment des questions métaphysiques en réalité. Donc ce personnage va, dans mon roman, petit à petit, Damian Goodwill, c'est son nom, il va adhérer en fait à une religion transhumaniste qui a émergé et qui est très présente et très efficace en 2025. Donc c'est assez proche, encore une fois, pour reprendre le concept de fiction post-humaniste. Quand j'ai écrit, j'ai pas écrit de la science-fiction en me disant je vais imaginer des trucs incroyables et puis je vais faire preuve d'une créativité sans borne. Moi, je voulais vraiment coller au réel. C'est-à-dire que j'ai vu une tendance arriver, un transfert, une colonisation de l'espace spirituel qui est assez vide, notamment en Occident. J'ai anticipé une colonisation de cet espace vide spirituel par la technologie qui allait pouvoir faire semblant de répondre aux besoins spirituels des êtres humains. Et donc, de là, j'ai simplement fait de la prospective. J'ai poussé un petit peu le curseur en me disant, bon, quelle forme ça pourrait prendre. Mais c'est vraiment, pour moi, ça s'ancre dans le réel. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on voit l'émergence de religions transhumanistes qui existent déjà. Il y en a une notamment qui s'appelle Terrasem, qui a été fondée par Martin Rothblatt, un ancien homme d'affaires milliardaire devenu femme et transhumaniste. Et cette religion dit, il y a 4 principes, et parmi ces 4 principes, il y a Dieu et technologique.
Donc certains acteurs du milieu transhumaniste aujourd'hui cherchent vraiment à créer une divinité technologique à laquelle on sera relié par tous nos organes et nos puces et tout ce qu'on pourra s'implanter dans le corps, et pour aller vers... voilà, bon, c'est pas très bien quoi. En fait, je pense qu'eux ne savent pas très bien non plus. Il y en a beaucoup qui promettent le transfert de conscience, mais sans forcément savoir ce qu'est la conscience. On vient de l'évoquer, c'est quand même très très compliqué. Mais en fait, on s'aperçoit qu'il y a une forme de croyance, y compris chez des neuroscientifiques matérialistes. Ils nourrissent une croyance. Ils se disent, voilà, pour nous, la conscience, c'est ça, et on pense qu'on pourra un jour la télécharger dans le cloud ou dans une machine. Mais ça ne répond à aucun critère scientifique. C'est complètement irrationnel. Ou en tout cas aussi irrationnel que des croyances spiritualistes. Et donc, c'est ce que j'expose dans mon roman. Alors, pour le coup, moi, pour rien vous cacher, j'ai un parti pris spiritualiste. Je crois en l'existence de l'âme, sans rentrer dans des questions de religion, de théologie. Je pense que la conscience est extérieure au cerveau, et pour le coup, certains scientifiques travaillent sur ce sujet-là, au Coma Science Group, par exemple, avec Steven Lorez, ou Pim van Lommel, qui a fait aussi qui a publié des articles sur les expériences de mort imminente, qui donc, abordent cette question de la localisation de la conscience. Est-ce qu'elle est dans notre cerveau? Est-ce qu'elle est ailleurs? Ou est-ce qu'elle va après la mort? Tout ça, bon. De vastes questions. Et c'est toutes ces questions-là que j'essaie d'aborder dans mon livre, pour démontrer, en fait, d'une certaine manière, la fraude que constitue cette religion technologique qu'on nous annonce comme toute puissante et parfaite, qui pourrait répondre aux questions, comme l'évoquait Mara, que la religion a pour certains auxquels la religion n'a pas répondu, parce que ça se discute aussi, mais voilà. Et donc la finalité, c'est de montrer, c'est d'interroger en fait la nature profonde de l'être humain sur le plan notamment spirituel, et voir où l'invasion, c'est un peu violent, mais c'est comme ça que je le vois, où l'invasion technologique à laquelle on assiste aujourd'hui va nous mener en tant qu'humanité. Voilà. Jean-Gabriel? Alors, je voudrais peut-être partir de ce qu'a dit Grégory. Je suis spécialiste d'intelligence artificielle. Contrairement d'ailleurs à Jean-Michel, que je connais depuis longtemps, ça n'est pas une baudruche. Et il y a beaucoup de technologies. Je vous ai parlé du web, mais la reconnaissance vocale, la traduction automatique, la reconnaissance faciale, tout ça est aujourd'hui en service dans la vie de tous les jours. Et la démonstration automatique de théorèmes, ça existe et ça sert énormément. Je n'insisterai pas là-dessus. Mais en même temps, il y a eu un certain nombre de déclarations qui ont été faites par des ingénieurs selon lesquels le monde allait changer. Ils s'inspiraient de la science-fiction. Ce sont des scénarios qui ont été introduits dans les années 50, avec l'idée que la puissance des calculs des machines augmente de façon exponentielle, et à un moment donné, elle sera tellement grande que les machines seront plus intelligentes que nous. Alors déjà, c'est bizarre, parce que est-ce qu'on sait ce que c'est que l'intelligence? L'intelligence, c'est du calcul. Je n'insisterai pas là-dessus. Mais je trouve que j'avais, à l'époque, participé à différentes conférences philo et intelligence artificielle. Et là, il y avait ces déclarations sur la singularité qui apparaissaient, et je disais à mes amis philosophes, mais je dis, mais vous réagissez pas? Et ils me disaient, oh, puis ça les faisait rigoler. Et moi, je me suis dit, non, il faut répondre à ça, et j'ai écrit un essai sur la singularité technologique en montrant qu'en tant que scientifique, il n'y avait aucun argument sérieux qui justifiait ça. Mais après, je me suis dit, il faut aller plus loin. Il faut se demander, qu'est-ce qui se passerait si ça arrivait? Et c'est là où j'ai écrit ce roman. Alors, quel est le scénario du roman? C'est un jeune homme qui s'appelle Raphaël. Sa mère sent sa fin prochaine et elle décide de sauter le pas. Nous sommes en 2048, c'est le 100e anniversaire de Ray Kurzweil, qui est un des grands tenants de la singularité technologique et qui est en même temps directeur scientifique dans une société que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Google. Ça vous dit quelque chose? C'est le directeur scientifique de Google. Et donc, la mère décide de sauter le pas, et Raphaël est chargé de l'assister. Alors, au début, elle veut lui montrer le catalogue pour montrer, parce qu'elle va télécharger sa conscience et se réincarner. Elle lui dit, voilà mon corps. Et lui, il veut pas, parce que on va pas voir le corps de sa mère. Et donc, alors, il la télécharge dans une église, un peu ce genre-là, enfin, d'ailleurs, qui ressemble, pour ceux qui la connaissent, cette église, à celle qui est une basilique néo-byzantine, un peu celle qui est pas loin à Marseille, mais c'est pas à Marseille. Et là, ensuite, il a rendez-vous avec sa mère, puis il voit pas, il y a juste une jeune femme sur le comptoir, et il se rend compte que sa mère a choisi un corps
c'est un robot sexuel. En fait, c'est une PPP, c'est une pulpeuse à peau de pêche. C'est un corps de robot qui a été introduit dans les années 2045, à peu près. Et alors, alors ensuite, c'est terrible parce qu'il doit ramener sa mère, elle est insupportable, elle veut assister à son propre enterrement, mais dans les cimetières, on n'accepte pas les pulpeuses à peau de pêche, etc. Et ce que je vais vous montrer, c'est à travers ce scénario qui est quand même assez cocasse, enfin le pauvre jeune homme, mon pauvre héros, c'est dramatique, sa mère en plus elle est intrusive, elle veut suivre tous ses petits amis, regarder ce qu'ils mangent, c'est absolument insupportable. Mais indépendamment de ça, ce que je veux montrer, c'est que cette coexistence des morts, cette coexistence, en tout cas, de ces esprits réincarnés et des vivants, serait absolument effrayante. Et donc, pousser jusqu'au bout, du point de vue éthique, pas du point de vue rationnel, bien sûr, parce que c'est peu probable, cette réalité, voilà ce que j'ai essayé de faire dans ce roman, et bon, qui j'espère pourra vous amuser si vous le lisez. Et pourquoi ce n'est pas un exercice science-fictionnel, Jean-Gabriel ? Parce que vous avez pas... je pense que tu l'as extrêmement bien dit au départ. Il ne s'agit pas d'inventer des concepts ou des formes nouvelles, puisque la singularité, elle a été décrite, je vous l'ai dit, depuis les années 50, et je ne vais pas essayer d'inventer quelque chose. Le monde, comme tu l'as dit aussi, il ressemble un tout petit peu au nôtre. Alors c'est en 2048, mais c'est à peu près la même chose, alors si ce n'est que effectivement les églises avait du mal à entretenir les églises. Alors, ce sont les grandes compagnies de l'Internet qui ont décidé de les racheter et ils en ont fait des cliniques. Et là, c'est une clinique qui opère la transsubstantiation. C'est ce que j'appelle la métempsychose numérique. Alors, peut-être vous savez ce que c'est que la métempsychose, c'est un vieux mot. Et la métempsychose numérique, c'est le fait de migrer l'âme, c'est bien ça, d'un corps dans un autre. Et là, c'est dans un corps, dans un ordinateur, éventuellement, pour le réintégrer. Alors, bien sûr, cette question, la question philosophique derrière, c'est est-ce que notre âme, elle peut sortir de notre corps comme ça et aller ailleurs ? Moi, à titre personnel, j'ai vraiment énormément de doutes là-dessus, parce que bien sûr, ça voudrait dire qu'on est totalement indépendant. Mais c'est ce qu'affirme un certain nombre de ces ingénieurs. Moi, ça m'effraie un peu. Enfin voilà, mais j'ai voulu, oui, dans le roman, faire quelque chose qui ne soit pas simplement rationnel, puisque j'avais déjà écrit cette réflexion, je l'avais décrit de façon précise, donc montrer que scientifiquement c'était discutable, mais regarder les conséquences que ça aurait dans ce monde double. Oui, là, on revient peut-être au centre de la question, de savoir qu'est-ce que c'est qu'un récit transhumaniste, qu'est-ce que c'est qu'une fiction transhumaniste. Pourquoi ça n'est pas simplement une utopie, une dystopie, etc. Donc, sans rentrer dans des considérations abstraites, je pense qu'on peut répondre assez facilement à la chose, après avoir entendu, en plus, Grégory et Jean-Gabriel évoquer leur fiction. On peut dire qu'au fond, il y a une fiction transhumaniste dès lors qu'on se pose la question de savoir ce qu'il adviendra lorsque la singularité serait là. Et la singularité, donc, Jean-Gabriel l'a évoqué, c'est un terme scientifique, au départ, utilisé en mathématiques et en physique, et qui désigne le fait que la continuité des lois se trouve rompue à un moment donné. Les mathématiciens peuvent imaginer la singularité au moment où leur théorème ne s'appliquerait plus, où il y aurait une rupture. Les physiciens parleront de singularité pour dire c'est le moment où les lois de la physique ne s'appliqueraient plus. Et les technologues du transhumanisme, notamment, ont recouru à ce concept de singularité pour désigner le moment où une intelligence artificielle consciente d'elle-même s'imposera et rendra notre intelligence biologique obsolète. Donc, rupture. Mais cette rupture, on ne peut pas la prévoir en toute rigueur. On ne peut pas même la figurer. On ne peut pas dire, voilà, elle sera là, elle sera comme ça, la rupture. On ne sait pas. On ne sait pas. Ray Kurzweil, le pape du transhumanisme, dit la seule chose qu'on puisse faire, c'est se mettre en attente, réunir les conditions qui, à un moment donné, feront rupture. Donc, vous voyez, un récit transhumaniste
c'est une narration qui essaie d'approcher l'imminence de cette singularité d'une manière ou d'une autre. Et alors, pour moi, les fictions transhumanistes, elles obéissent à des schémas littéraires, à des structures littéraires assez classiques. Hein, je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu autrefois La morphologie du conte de Vladimir Prop, hein, qui est un formaliste russe, hein, qui montrait que tous les contes obéissent aux mêmes séquences. Hein. Eh bien, les fictions transhumanistes obéissent à peu près toutes aux mêmes séquences. Ça commence toujours par une situation initiale dramatique. C'est la mort de la maman de Jean Gabriel. Puisque tu l'évoquais dans L'invention des corps de Pierre Ducrozet, c'est un épisode très, très dramatique. C'est, si vous vous en souvenez, le massacre de 43 étudiants mexicains exécutés par des narcotrafiquants. Le héros du livre de Pierre Ducrozet échappe à cette situation. Il va en concevoir évidemment une dépression extrêmement dramatique, extrêmement grave. Hein. Donc pratiquement toutes les fictions transhumanistes partent de cette situation initiale qui est dramatique, émotionnellement chargée. Et la question, ça va être de savoir comment en sortir, quelles solutions trouver. Et les solutions transhumanistes, spécifiquement transhumanistes, sont des solutions technologiques. Alors on va recourir soit aux technologies qui vont permettre de créer des organes artificiels à partir de choses qui existent concrètement, CRISPR-Cas9 par exemple, soit elles vont recourir à des solutions plus, disons, informatiques. Bon, ça sera le téléchargement du contenu de la conscience sur des puces. Beaucoup de puces dans les fictions transhumanistes. Hein. Il y a toujours des puces, quelque part. Des puces pour diriger la volonté des autres, des puces pour ouvrir des portes, des puces... Enfin, bref. Donc, vous voyez, deuxième phase, hein, invention, découverte d'une solution technologique pour résoudre une situation initiale vécue comme dramatique. La situation, elle va créer une espèce de... plus que de perplexité, une situation d'étrangeté. Donc on va avoir affaire à quelque chose d'un peu déconcertant qui va constituer le nerf même de la dramaturgie, du roman, de la fiction. Mais le but, ça sera quoi? Ça sera d'arriver à une espèce de stabilisation, une stabilisation du monde qui va résulter de la mise en œuvre de cette solution technologique. Donc on est dans un contexte qui est presque, enfin c'est très schématique évidemment ce que je décris là, mais qui est presque programmé. Hein. Par exemple, tous les récits transhumanistes vous décriront le monde comme complètement contrôlé, complètement mis à la raison. Hein. Et cette raison, elle peut évidemment être vécue comme liberticide. Donc les totalitarismes sont souvent à l'horizon des récits transhumanistes. Donc je crois que c'est ça qu'il faut bien voir et peut-être voir à quel point ça déroge avec la structure du récit, du roman par exemple. Un roman nous installe aussi dans une situation, mais cette situation, elle va être soumise à des aléas, à des événements, à des bifurcations, à de l'imprévisibilité. N'importe quel roman vous passionne parce que précisément, il est composé de cette contingence qui caractérise l'existence. Or, dans les fictions transhumanistes, il n'y a pas cette contingence. Il n'y a pas de hasard. Le hasard est écrasé. Hein, le hasard est écrasé, il est toujours de l'ordre du calculable. Ce qui fait que, bon, il peut y avoir un effet de lassitude dans la lecture de ces fictions transhumanistes. Pardon Grégory, hein, mais il y a quelque chose de cela, parce qu'on répond à une question simple. Comment écrire des romans à l'âge où nous sommes dominés par des automatismes? Dans notre monde
qui est régi par des automatismes, et des automatismes en nombre de plus en plus croissant, comment écrire des romans et des fictions. Et souvent, la réponse la plus simple à donner, c'est de dire qu'au fond, ce qui fait histoire, c'est toujours les bugs. Il y a des bugs informatiques. Hein, et la bonne fiction transhumaniste, c'est celle qui met en évidence le bug, ce qu'on n'attendait pas, ce qui va précisément faire basculer toute chose et qui va créer cette espèce de dramatisation qui fera ressembler la fiction transhumaniste à quelque chose comme un roman. Oui, en fait, si je peux ajouter quelque chose, en fait, chez tous ces écrivains contemporains qui s'intéressent aux transformations apportées à l'être humain par la science et la technologie, il y a toujours le même schéma. En fait, il y a un personnage qui est hostile au progrès et l'autre qui encaisse. Voilà, donc il y a deux voix qui se confrontent en permanence. Celui qui est attaché à des valeurs humanistes et celui qui veut absolument dominer le monde à travers les puces, les algorithmes. Voilà. Et ce sont à chaque fois des fictions ouvertes, c'est-à-dire que ces écrivains s'adressent à un lectorat qui peut finaliser la lecture de roman en proposant, en inventant eux-mêmes la fin. Et voilà, donc il y a à chaque fois des petites caractéristiques qui fait que nous parlons dans le monde des chercheurs de cette catégorie nouvelle qui essaye de trouver sa place. Pierre-Antoine Chardel ? Juste pour clarifier, en effet, c'est le débat. Il me semble important de distinguer les récits transhumanistes, c'est-à-dire ceux portés par Google et par ce qui a été rappelé. Donc on pourrait dire des récits technoscientifiques ou des récits qui viennent aussi des industriels, des espaces littéraires que sont ces fictions post-humanistes, qui introduisent un certain jeu critique, qui introduisent un certain espace. Et c'est peut-être par ces espaces que l'on peut s'outiller aussi pour produire une réflexion critique ou pour amener aussi les lecteurs, les lectrices à rire, à être dans des scènes qui sont aussi loin des scènes effrayantes de la science-fiction. Il y a quelque chose d'amusant, il y a quelque chose d'ironique dans vos fictions post-humanistes, Jean Gabriel et Grégory. Donc on peut penser aussi aux vertus du rire chez Nietzsche, cette capacité de rire des grands récits ou des grands systèmes. C'est aussi par le rire qu'on peut faire preuve de faculté critique et de mise à distance. Et ces mises à distance, elles sont éminemment nécessaires. Est-ce que l'individu, à plus forte raison la conscience, le sujet, sont réductibles à des mises en données, à des mises en data ? C'est beaucoup ce que le transhumanisme nous promet. Qu'en est-il de l'expérience vécue, de l'expérience sensible, de l'expérience corporelle ? On se rend bien compte quand on est à distance, face à un écran, en distanciel, comme l'on dit, on se rend bien compte que le visage à l'écran n'est pas tout à fait le visage, que le visage, c'est la corporéité, c'est une expérience sensible et corporelle. Donc tout ce que le transhumanisme, une grande part des promesses du transhumanisme, on se rend bien compte à quel point c'est plus lié à de l'idéologie, encore une fois, qu'à une dimension religieuse. Pourquoi ? Parce que la religion fait appel à de la transcendance. Or ici, avec le transhumanisme, on n'est pas dans de la transcendance, tout à fait. Nos données sont recueillies et sont implantées, par exemple, dans une enveloppe corporelle. Mais il s'agit de nos données. Donc il s'agit d'altérité sans différence. Il s'agit d'autres sans altérité, on pourrait dire. Si on pense, si vous avez vu le film de Spike Jonze, Her, d'un homme, le protagoniste s'appelle Théodore, il tombe amoureux d'un système intelligent. Il tombe amoureux d'une voix, mais finalement il tombe amoureux de lui-même dans ce film, puisque sa voix le renvoie à ses propres données, à ses habitudes, à ses désirs, à ses goûts, etc. Donc c'est une altérité qui se situe au plus près de nous-mêmes. Donc ce n'est pas une altérité qui serait une altérité comme expérience de transcendance. Oui. Si je peux, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, je voudrais insister là-dessus. C'est-à-dire qu'on a effectivement
une immortalité, ce qui peut laisser entendre un parallèle avec la religion, mais en réalité, quand on regarde dans le détail, ça n'a rien à voir parce qu'il n'y a pas d'extériorité, il n'y a pas de sacré. Vous savez, le sacré, c'est la séparation qui existe entre le monde de tous les jours, puis un monde particulier qui est touché par Dieu et qu'on ne peut pas réinvestir facilement. Je crois que c'est vraiment extrêmement important et c'est ce qui est vraiment passionnant. Alors, ce que j'avais fait, parce que Mara l'a évoqué, mais je vais peut-être préciser un tout petit peu, dans l'essai que j'avais écrit auparavant, et c'est bien sûr présent en filigrane dans mon roman, j'avais essayé d'analyser ce que cela pouvait vouloir dire du point de vue religieux que ces nouvelles spiritualités et ces nouvelles églises, parce que je ne sais pas si ce sont des religions, ce sont des églises plutôt. Et justement, pour essayer de trouver les termes, j'avais établi un parallèle avec la gnose. Alors, je ne sais pas si vous savez, les gnoses, ce sont des pensées qui sont nées dans le 1er, 2e, 3e siècle après Jésus-Christ, selon lesquelles le Dieu... en fait, c'était non pas un dieu, mais c'était un démiurge qui avait fabriqué le monde. C'est un faux dieu. Et qu'il avait fait plein d'erreurs. Et donc, il fallait essayer de réparer. Et la gnose, ça vient du radical cognoscere en latin, c'est la connaissance qui nous permet de réparer le monde. Et je trouvais qu'il y avait une analogie entre ce qui se passe aujourd'hui avec les grandes sociétés technologiques, on a parlé des GAFAM tout à l'heure, et ces pensées gnostiques. L'idée, c'est que la technologie va réparer le monde. Par exemple, qu'on vieillit parce qu'il y a un phénomène de dégénérescence de nos cellules, ce qu'on appelle l'apoptose, et on pourrait essayer de maîtriser ça et de ne plus vieillir. On pourrait, la conscience, elle est dedans, et on pourrait la télécharger. Et c'est justement ces courants de pensée qui me semblaient un peu très proches de ces spiritualités. Alors moi j'avais travaillé sur un certain nombre d'auteurs qui étaient spécialistes de la gnose, et j'ai demandé à des théologiens, parce que je n'étais quand même pas sûr de moi, et ça leur semblait tout à fait pertinent comme parallèle. En tout cas, je trouve que ça, c'est extrêmement important pour bien comprendre ce qu'est la réalité de notre monde contemporain et ce qui est derrière ces visions de ces grands acteurs de l'Internet. Je crois qu'il faut souligner le fait que le Dieu en question dont tu parles, c'est le Dieu de la Bible. C'est le Dieu de la Bible, l'imposteur, qui a raté son boulot et qui nous a fait dans l'état dans lequel nous sommes. Regardez comme nous sommes. Nous sommes des êtres qui souffrons, qui vieillissons, qui tombons malades et qui mourront. Vous vous rendez compte, ce créateur Et donc, effectivement, les gnostiques dénoncent cette imposture biblique et en appelle à la venue du vrai Dieu qui viendrait nous parachever et rétablir, rectifier les erreurs de ce Dieu de la Bible. Alors, Jean-Gabriel a tout à fait raison de souligner l'espèce de pouvoir de suggestion qu'a la gnose par rapport aux transhumanistes. Et bon, moi qui fais également ce travail, j'ai pu voir à quel point c'était avéré. Par exemple, on n'a pas le temps d'en parler là, mais le transhumanisme a été fécondé avec la contre-culture américaine des années 1960 et dans le monde donc des hippies, pour aller vite, eh bien, dans ce monde-là, l'idéologie gnostique était extrêmement présente. Steve Jobs était largement imprégné de la gnose, donc convaincu que la technologie informatique qu'il investissait à ce moment-là avait peut-être le pouvoir de rectifier la nature humaine et d'arranger la nature, tout simplement. Et ça marchait très fort. John Lennon des Beatles était complètement aussi pénétré de gnose. Donc c'est intéressant quand on parle de l'interface religion-transhumanisme de voir à quel point c'est accepté. Et c'est d'autant plus accepté que le transhumanisme a forcément une vision englobante, comme l'ont toutes les religions, et que c'est également un parti à prendre au sein de cette réalité. Et oui, je crois qu'il y a du boulot pour les écrivains qui surfent sur le transhumanisme. On peut
Grégory. Oui, donc Alors, avant de te passer ouais. la parole, justement, donc c'est une référence bibliographique, donc je pense que la chose est loin d'être réglée. Dominique de Gramont qui publie un ouvrage qui s'intitule « Le transhumanisme est un christianisme ». Donc, voilà. Alors, précisément, je voulais rebondir là-dessus. Tout à l'heure, on évoquait la distinction des termes entre Église, spiritualité, religion, etc. Concrètement, j'ai des citations là, si on a un peu de temps. Les transhumanistes se revendiquent d'une religion. Ils emploient vraiment ce mot littéralement. Soit les religions qui existent déjà, dont je vous parlais, comme Terrasem, ou Ray Kurzweil qu'on évoquait. Lui, dans son livre Humanité 2.0, la Bible du changement, le terme n'est pas choisi par hasard, il appelle de ses voeux une nouvelle religion. Enfin, voilà, ce terme est vraiment utilisé à dessein. Mais puisqu'on a évoqué le christianisme plusieurs fois, tout à l'heure, je n'ai pas rebondi. En réalité, effectivement, le transhumanisme est plus proche du gnosticisme que du christianisme. C'est un anti-christianisme, en fait. C'est-à-dire que le christianisme, pour faire très court, invite l'être humain au salut par Dieu. C'est Dieu qui nous sauve. Les transhumanistes, comme les gnostiques en partie, nous expliquent que c'est à nous de nous sauver nous-mêmes par nos connaissances, par notre puissance de création avec un petit c, et donc avec la technologie. Et par exemple, pour ce qui est du transfert de conscience, mind uploading en anglais, donc qu'évoque Ray Kurzweil et beaucoup d'autres, et que beaucoup de neuroscientifiques estiment possible à horizon d'une dizaine ou vingtaine d'années, en réalité, il ne parle pas d'âme, il parle d'une copie du cerveau. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un terme qui est le connectome. Le connectome, c'est en gros la structure neurologique du cerveau et qui est censé sécréter de la conscience et faire de nous qui nous sommes. C'est une empreinte... C'est l'empreinte cérébrale comme on a des empreintes digitales, quoi. Et en fait, pour eux, à un moment donné, l'informatique sera suffisamment performante pour pouvoir identifier toutes les connexions de notre cerveau et les recopier dans le virtuel, ce qui nous fera en fait une copie de notre cerveau et donc, selon eux, une copie de notre conscience. Or, de là, il suffit d'en discuter 5 minutes pour comprendre que la conscience n'est pas forcément le cerveau et qu'au pire, même si c'était lié, la copie donnerait un clone. C'est pas nous, à un moment donné, qui allons nous endormir, passer dans un câble USB ou je ne sais quoi, et nous retrouver dans un monde virtuel. C'est que là, il y a une conception qui, en fait, c'est une anti-religion, pour être très clair. C'est littéralement une religion matérialiste ou anti-religion, et qui vient remplacer, et non pas continuer, mais qui vient remplacer le christianisme et pas mal d'autres spiritualités, pour le coup. Oui, rapidement, puisque... Ouais. Pour dire, je suis d'accord avec la fin, c'est une anti-religion, c'est pour ça que je disais c'est plus une église, parce que si on regarde l'étymologie, je n'ai pas le temps de développer du terme religion, l'étymologie qui est débattue, mais c'est un arrachement, or que la religion, c'est un lien plutôt qui existe, ou alors c'est l'idée de sacré, de culte, d'attention portée, tandis que là, au contraire, c'est un renversement avec cette idée de catastrophe. Mais je ne vais pas plus loin, mais je crois qu'on est sur le fond, on est d'accord. C'est pour ça que j'ai dit c'est une église plus qu'une religion au sens fort. C'est pas parce qu'ils se prétendent créer une religion que c'est une religion au sens classique. Voilà, donc je ne peux pas vous laisser partir sans vous raconter un conte qui date du 19e siècle et qui s'appelle « Jeunesse sans vieillesse » et « Mort sans vie », justement, qui résume un peu ce que les intervenants ont raconté autour de cette table ronde. C'est l'histoire d'un empereur et d'une impératrice qui ne peuvent pas avoir des enfants. Finalement, ils font appel à un apprenti sorcier, donc celui-ci promet une sortie à leur problème, donc l'épouse, elle tombe enceinte, mais l'enfant qu'elle porte dans son ventre refuse de se donner naissance, donc c'est un enfant un peu spécial. L'empereur commence à lui promettre des biens matériels qu'il évidemment il refuse, et tout à la fin, fatigué, lui promet une vie sans mort, une jeunesse sans vieillesse. Donc, arrivé à l'âge adulte, l'enfant il part chercher ce que le père lui avait promis. Il rencontre évidemment ce petit espace magique, mais il a une interdiction de ne pas aller dans la vallée des pleurs. Évidemment qu'il ne respecte pas cette interdiction, il y va, et au moment qu'il est là, dedans, toute sa mémoire lui revient, et il voyage dans l'espace, donc il a tout d'un coup très envie de revoir ses parents, mais finalement des siècles et des siècles se sont écoulés. Donc il retourne sur l'endroit
qui abritait auparavant le beau château de ses parents. Il est vieux déjà, donc il a bien voyagé dans le temps. Et là, la mort l'attend, elle sort d'une valise. Donc là, elle est essoufflée, mais elle est là, elle est présente. Et en disant, je t'ai attendu pendant des siècles et des siècles, mais voilà, tu es finalement arrivé, tu es là. Voilà, donc ça ouvre un peu à la réflexion et aussi aux questions, parce que je pense que nous avons 10 minutes, non, pas plus pour les questions. Donc n'hésitez pas. Merci pour ce beau conte. Et je crois que ce qui est vraiment important, c'est cette notion de temporalité. Il me semble que justement une fiction, c'est du temps. C'est pour ça que la mise en fiction est importante. J'avais une auteure qui disait, le romancier, il crée de la durée. Et c'est ça, je crois, qui est important. Or, justement, laisser entendre qu'il n'y a plus de durée, et qu'on peut jouer avec, justement, c'est un problème. Et je crois que c'est le problème avec le transhumanisme, c'est qu'il laisse entendre qu'il n'y a plus de durée. Et je voudrais terminer juste par évoquer, ça a été un peu évoqué par Mara, Elon Musk qui nous explique avec le long-termisme qu'on doit se soucier des descendants qui vivront dans des millions d'années. Et pour ça, il faut conquérir les autres planètes. Et c'est pour ça que les hommes sont tous égaux, mais qu'il y a des plus égaux que d'autres. C'est ceux qui contribueront à la technologie et donc à nous faire aller dans toutes ces planètes. Et tout ça, ça me semble absurde. Merci à chacun d'entre vous, oui. Ouais. Oui, c'était sur le fait de transférer l'esprit dans une machine. Donc on est d'accord que c'est une chimère, mais finalement le problème c'est l'acceptabilité sociale et juridique de ça. Et on voit qu'il y a beaucoup de mythes, beaucoup de choses qui vont encourager les gens à accepter le fait que les PDG de Google transfèrent leur conscience là-dedans. Et on imagine aussi, possiblement, qu'ils puissent avoir une personnalité juridique. Et moi, c'est ça que je trouve particulièrement inquiétant. Alors, en effet, ce qui est le plus inquiétant peut-être par rapport à tout ce qu'on a dit, c'est les conditions de l'acceptation. Comment on favorise les conditions de l'acceptation sociale de ces innovations et des discours qui les accompagnent. Parce qu'en fait, on est confronté à cette idée qu'on ne rencontre jamais des technologies seules, mais de la techné, du logos, c'est-à-dire de la raison, mais aussi des discours et des récits. Et je pense que d'un point de vue sociétal, là pour la peine d'un point de vue éthique, d'un point de vue critique, on doit absolument se tenir attentif à la portée des discours qui facilitent ou non l'acceptation sociale de ces technologies. Ça, c'est un premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse pourrait être de se situer aussi par rapport à des pratiques sociales qui accompagnent toujours les technologies. Et ça, c'est plutôt évidemment la dimension sociologique qui doit prendre le pas, qui doit l'emporter dans la réflexion et qui doit nous laisser penser qu'il y a en effet des discours glorifiant les technologies, l'innovation, mais on doit aussi garder à l'esprit qu'à côté des discours, il y a des pratiques sociales, qui peuvent être aussi des pratiques de résistance, des pratiques de détournement, des pratiques de dissidence. On en a beaucoup parlé cette semaine ici. Et face aux technologies, face à des discours, eh bien, il y a des capacités critiques qui doivent intervenir, d'où l'importance de travailler à plusieurs disciplines, d'être dans des réseaux de réflexion critique qui intègrent, on en a bien conscience, des connaissances scientifiques, on a bien conscience de leur utilité, et puis qui nous invite à déconstruire les grands récits qui sont loin d'être morts pour bien vivre ces injonctions à l'innovation permanente avec plus de sérénité. Une deuxième question ? Allô ? Oui, merci beaucoup pour les conférences, c'est très intéressant. Moi, je voudrais savoir si est-ce que vous considérez la notion de cosmisme russe et celle de théomanisme dans votre analyse historique ou philosophique? Parce qu'à mon avis, c'est justement ici il commence le lien entre la religion et la science ou la technologie. Alors, vous parlez du cosmisme et du...
Au théomanisme. Théomanisme? Oui. Alors je connais pas le théomanisme, même si le nom est évocateur. Mais par contre le cosmisme, oui, c'est une des racines historiques du mouvement transhumaniste. C'est clair que c'est Nikolai Fyodorov qui a fondé ce mouvement et qui stipulait déjà comme principe que l'homme devait se sauver. Alors lui, il était à mi-chemin entre le christianisme et cette vénération de la science. Mais pour lui, effectivement, c'était une forme de gnosticisme en fait. Il considérait que par la science et la technologie, donc par extension, l'homme devait se sauver lui-même et qu'il devait même faire ressusciter les morts, etc. Enfin, il est parti très très loin. Et donc concrètement, le cosmisme, effectivement, est une des racines historiques du 19e, si je dis pas de bêtises, ou je crois que c'était ça. 19e. 1850, 1870. Ouais. Donc c'est une des racines historiques du transhumanisme. Concrètement, c'est le cas. Et donc on peut l'englober dans les critiques qu'on a émises depuis tout à l'heure par rapport au transhumanisme. 2 questions? Non, encore 3. Bon. 4. Non, 2 questions. Ouais. Oui. Donc 2 questions rapidement. Bonjour, merci pour cette conférence. C'est pas vraiment une question, plus une précision. C'est évident que ChatGPT n'est pas conscient, puisqu'il est juste entraîné à prédire le mot suivant dans une phrase. La conscience ne peut pas émerger là-dedans, mais Yann Lequin, donc, qui est l'équivalent de Benjio chez Facebook, dans un article qui s'appelle A Path Towards Autonomous Machine Intelligence, parle vraiment de la nécessité de boucles rétroactives d'action, perception et planification, et que lorsqu'on rentre là-dedans, surtout à un certain niveau de complexité, on va commencer à pouvoir avoir conscience de l'inanimé. On sait que les enfants acquièrent la notion de gravité petit à petit, parce que si on leur montre une vidéo d'une balle qui roule sur une table et qui ne tombe pas de la table, à un certain âge, ça ne les choque pas, à partir d'un certain âge, ça les choque. Donc on va avoir une conscience de l'inanimé qui arrive, mais aussi de l'animé. On sait que chez les souris, par exemple, il y a des neurones qui répondent spécifiquement à des congénères, donc à d'autres souris, et ces neurones ne s'activent pas lorsqu'ils voient d'autres animaux qui ne sont pas de leur espèce. Et ça, c'est très très important à prendre en compte dans la façon dont on va entraîner les IA, mais qui pourront être incarnés que dans... Et vous parliez du logiciel, là c'est très très important. Si ce sont que des ordinateurs qui sont un peu aveugles, il ne va rien se passer, alors que des robots qui seraient en contact avec le monde, qui pourraient anticiper l'impact de leurs actions sur nous-mêmes et sur eux, sur leur environnement, qu'ils soient animés ou inanimés, là on pourra commencer à parler un petit peu plus de conscience, je pense. C'est pas du tout comme ChatGPT en tout cas. Et vraiment c'est un débat ouvert. Effectivement, il y a eu cet article qui a été publié par Yoshua Bengio, et ça fait partie de tout un tas de débats. Mais justement, il conclut assez prudemment quand même, malgré tout, en disant que lui, il y croit, mais que aujourd'hui, on ne peut pas tout à fait dire qu'il y a une conscience. Mais il donne plein d'éléments. Mais je vous renvoie à cet article, si ça vous intéresse. Vous m'écrivez un mail et je vous renverrai les références à cet article. Oui, la dernière question. Juste très rapidement, 2 questions pour moi, peut-être que je vais essayer de formuler en une seule, même s'il y en aurait beaucoup plus. La première, c'est celle du contrôle démocratique de ce qui sous-tend ces technologies aujourd'hui. Parce que finalement, objectivement, on a beaucoup entendu parler des GAFAM en fond de ce que vous dites. Or aujourd'hui, nous, dans cette salle, nous n'avons absolument pas de contrôle démocratique sur la prise de décision qui est faite par ces entreprises-là, qui impactent de nos vies. Donc il y a quand même une dimension dans la relation avec le capitalisme qui se pose quand même sur cette question du transhumanisme. Et je trouve ça intéressant de le prendre par la fiction, parce qu'effectivement, la fiction permet d'interroger cette dimension capitaliste. Donc ça, c'est première question. Quel est votre sentiment là-dessus? Deuxième question sur le « nous y sommes ». Moi, je trouve qu'effectivement, ChatGPT, je ne sais plus lequel d'entre vous tout à l'heure disait finalement, c'est presque un non-événement, le robot conversationnel. Néanmoins, ça pose quand même une question pour moi, c'est que ce robot conversationnel donne immédiatement accès à une masse d'informations prédigérées, et que cette masse d'informations, si on n'est pas formé à la pensée critique et si on n'est pas quelque part éduqué à l'esprit critique et donc quelque part à une forme d'esprit scientifique, je ne veux pas le définir exactement, mais ça pose aussi là encore une question de contrôle démocratique sur ce qu'on nous donne à digérer, sur ce qui nous donne de façon prédigérée.
Donc 2 questions finalement autour de la démocratie, même si je sais qu'elles sont posées trop vite. On n'a pas beaucoup de temps, mais je vais essayer très rapidement de répondre pour dire que je suis vraiment tout à fait d'accord avec vous. Des problèmes politiques majeurs sont liés à toutes ces théories. Et je me suis demandé, justement sur le mythe de la singularité, pourquoi ces grands acteurs de l'Internet qui utilisent et qui fabriquent l'intelligence artificielle nous expliquent qu'elle est dangereuse. C'est-à-dire qu'ils nous disent, c'est bizarre, c'est comme si un marchand de tabac vous expliquait que le tabac est dangereux. On est tous d'accord, le tabac est dangereux, mais pourquoi le marchand de tabac nous le dit? Donc normalement, ils ne le disent pas. Eux, ils le disent. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière? De même, vous avez vu, à propos de ChatGPT, ils ont fait un appel au moratoire pour dire que c'était dangereux. Et je pense que derrière, il y a des stratégies de pouvoir qui sont extrêmement complexes, dans lesquelles ils nous expliquent, disons grosso modo, attention, c'est dangereux, vous ne le savez pas, nous on le sait, donnez-nous les clés de la maison et on va vous garantir la suite. Et je pense que justement, aujourd'hui, il faut s'opposer à ça, et il faut dire non, ça n'est pas à vous de décider, il faut que l'ensemble de la société, mais aussi que nos États puissent nous aider, nos États en tant qu'ils sont je veux dire, les États souverains, enfin, je veux dire, que l'on puisse effectivement jouer dans ce type de technologie. Mais c'est un enjeu, je crois, majeur pour le futur. Et le grand risque, effectivement, c'est que ces acteurs se substituent des États. C'est ce qu'ils veulent faire, et surtout quand on nous explique qu'ils veulent faire le bien, c'est ce que nous dit Elon Musk, il faut s'en méfier. J'avais cité, et je vais terminer là-dessus, dans Une saison en enfer, Rimbaud parle de la charité ensorcelée. Je pense que c'est bien souvent ce dont font preuve ces grands acteurs de l'Internet. Merci à chacun des intervenants, merci à l'École des hautes études, au laboratoire d'anthropologie politique, donc merci aux organisatrices de ce festival pour l'espace consacré et merci évidemment à votre participation. Oui, désolé de vous couper, c'est en direct, c'est la suite.